peut y aller? Ah ben c'est très bien. Et donc, je me présente, mais vous me connaissez. Je m'appelle Fabrice Derzel, je suis le fondateur de Végétique, l'ASBL. Donc nos objectifs, il y en a deux. Valoriser l'alimentation végétale, qui a souvent une réputation qu'elle ne mérite pas, et essayer de faire toute la lumière sur ce qui se passe dans les élevages intensifs aujourd'hui dans notre pays. Parce que notre pays est un très gros producteur, on produit énormément de lait, de fromage et de viande dans notre pays. On va en parler bientôt. Bonjour. Bon, tu veux bien arrêter? Il se fait que je suis prof de philosophie, c'est une de mes formations. Et avec mes élèves, j'analyse ce texte, l'allégorie de la caverne de Platon, un texte très classique. Et je pense qu'on peut s'intéresser, en tout cas on peut faire un rapprochement entre le thème de la conférence et l'histoire de Platon. En fait, dans le domaine de l'alimentation, on est un peu comme les prisonniers de l'histoire de Platon. Platon nous raconte qu'il y a des gens qui sont attachés au fond d'une caverne, qui sont prisonniers, qui ne peuvent pas regarder derrière eux, et ils sont obligés de regarder au fond de la caverne. Derrière eux, il y a un feu, entre eux et le feu, il y a un mur, puis il y a des gens qui font passer des objets. En gros, tout ce qu'ils connaissent de la réalité, ce sont les ombres au fond de la caverne. Et puis le reste de l'histoire, c'est un des prisonniers qui est libéré et qui petit à petit va découvrir évidemment le mécanisme ici de la production des illusions, et petit à petit il va aussi sortir et comprendre par la déduction que ce qui est responsable de la vie sur Terre, c'est le soleil, par une série de déductions en observant les saisons, etc. L'histoire, en fait, c'est une allégorie, ça veut nous expliquer un petit peu que si on reste ignorant, les ignorants sont comme les gens dans la caverne, ils croient être dans la réalité, mais en fait ils vivent dans l'illusion, et il n'y a que par la raison, l'entendement, la recherche, la curiosité qu'on peut vivre dans la vérité et la réalité. Au niveau alimentaire, on est un peu comme ces prisonniers. On va le développer un peu. Donc, cette sociologue nous dit que nous sommes un petit peu dans un paradigme. Un paradigme qui a pour fonction de nous diffuser des croyances. Alors les trois croyances qui sont prégnantes dans notre société par rapport à l'alimentation, c'est que manger de la viande, c'est naturel, normal, nécessaire. C'est une éducation, c'est un conditionnement dès la naissance, mais ce conditionnement n'est pas... il n'y a pas de ce conditionnement, on ne retrouve pas ce conditionnement dans toutes les cultures. Par exemple, quand les jeunes gens se posent des questions par rapport à ce qu'ils ont dans leur assiette, les petits, on sait, il y a un psychologue américain qui s'est posé la question, il a fait une étude, il s'est rendu compte que les enfants, jusqu'à 5 ans, ne font pas la relation entre l'animal et la viande. Et vers 5-6 ans, ils ont la connexion. Et ils se rendent compte que ce qu'ils mangent, c'est un animal. Et il y a souvent des réactions, parfois, de colère, de rejet. Et notamment, c'est à ce moment-là que les adultes véhiculent ces croyances, ou en tout cas ces informations. Alors ils disent 3 choses à leur enfant, que les animaux, on est obligé de les manger, sinon on n'est pas en bonne santé. Tu ne seras pas grand si tu ne les manges pas, ça va te faire des os solides, des muscles, tu seras... bref, vous connaissez. Puis évidemment, pour calmer le petit qui est un peu angoissé par rapport au sort des animaux, on lui dit que les animaux ont une belle vie, et que quand on les tue, on fait tout pour qu'ils ne souffrent pas. C'est ce qu'on m'a dit quand j'étais petit. J'avais moi-même eu des appréhensions par rapport aux animaux. Et en fait, ce n'est pas du tout rare. Âge de raison, vraiment, il y a un questionnement de nos enfants par rapport à ça. Et puis arrive la normalisation, arrive le conditionnement par les adultes, qui est assez fort dans notre société. Mais si on change de continent, on a un autre type de conditionnement. Il y a eu des endroits dans le monde et dans l'histoire où le conditionnement était à la limite inverse. Par exemple, aujourd'hui, il y a 400 millions de végétariens en Inde.
c'est lié à la religion hindoue et à leurs croyances. Ils considèrent que si on veut se rapprocher du nirvana, il faut essayer d'avoir un karma le plus léger possible, hein, de ne pas commettre d'actes de violence vis-à-vis d'autres êtres. Et donc les brahmanes, hein, une des castes de l'Inde, ne peuvent pas manger des animaux. Et c'est à la fois une obligation, mais aussi un privilège. Les bouddhistes, un peu partout en Asie du Sud-Est, en tout cas ceux qui sont vraiment dans une démarche religieuse, la plupart ne le sont pas, hein, pour vous dire la vérité, c'est exactement la même chose. Il y a eu des pays entiers pendant de nombreux siècles, comme au Japon, pendant 8 siècles, hein, la majorité des gens étaient végétariens pour des questions religieuses ici, c'est lié au bouddhisme. Hein. Donc, nous, on a eu un autre conditionnement qu'eux, qui a raison, on peut se poser la question. En tout cas, nous, dans notre société, on peut dire qu'on a été influencé déjà par une tradition, la tradition judéo-chrétienne. Dans la Genèse, on nous explique un petit peu qui nous a mis sur terre, c'est Dieu. Il a créé l'homme au dernier moment, c'était le joyau de sa création. Et quelle est la place des animaux dans cette histoire? C'est que les animaux sont là un petit peu pour agrémenter son séjour sur terre. Et Adam se retrouve devant tous les animaux et c'est à lui qu'incombe, on va dire, la tâche de donner des noms aux animaux. Donc en donnant des noms aux animaux, il est un petit peu on va dire le démiurge des animaux. C'est très clairement expliqué dans la Genèse. Hein. C'est sans doute pas à cause du judéo-christianisme que nous sommes des anthropocentristes, c'est-à-dire que nous avons une idéologie qui considère que l'être humain est, on va dire, le joyau de la création, hein, l'espèce supérieure, et de loin par rapport aux autres êtres humains. On ne retrouve pas ça que dans le judaïsme, ni dans le christianisme, on retrouve ça dans d'autres religions, bien sûr. Mais toujours est-il que notre société, après 18 siècles de christianisme, il y a d'autres épisodes, hein, le XVIIIe siècle, il y a aussi le rationalisme qui n'est pas bon non plus par rapport à notre rapport aux animaux. Toujours est-il que, voilà, c'est un peu de la représentation de la plupart des gens, c'est ceci, hein, ce qui fait qu'on ne remet pas en cause l'état des choses, hein, et nos relations par rapport aux animaux. Si on posait la question aux écologistes, je pense que ce schéma serait plus juste. Donc, dans nos représentations, dans nos rapports aux animaux, on est très binaire. On a une représentation, donc généralement on les classe en 3 catégories. Il y a ceux qu'on mange, il y a ceux qu'on aime, qu'on caresse, et il y a ceux qu'on voudrait voir disparaître, hein, si c'est possible. Mais évidemment, quand on ne questionne pas ces catégories, on se rend compte que ce n'est pas du tout des catégories qui respectent une certaine logique. On n'aime pas plus des animaux parce que... souvent on les aime plus parce qu'ils sont mignons, ça c'est certain, mais il est possible qu'une catégorie soit un peu floue. Par exemple, en Chine, les chiens que nous adorons, que nous affectionnons, eh bien, ils sont mangés. En Inde, ce sont les vaches. Ils n'imagineraient pas manger un hamburger. Il y a même beaucoup de conflits avec les musulmans. Quand les hindous apprennent que les musulmans ont mangé une vache, mais il y a des problèmes. Hein. Parfois des meurtres, il y a des émeutes. Donc voilà, eux, ils ont reçu un autre conditionnement que le nôtre. Alors comment, moi je suis, une petite histoire personnelle, comment je suis passé outre de ce conditionnement, comme vous tous, je l'ai reçu. Je viens d'une famille qui est d'origine italienne. Et il faut savoir que l'alimentation, c'est pas quelque chose de neutre. C'est pas juste manger. Quand on mange, il y a du symbole, il y a de l'affectif. Dans mon cas, c'est vrai que immigré de la 3e génération, l'alimentation italienne, c'était un peu notre identité. C'est notre lien avec l'Italie, lien bien maigre. Ma mère faisait évidemment le spaghetti bolognaise, l'ossobuco et la polenta, puisque nous, on vient plutôt du nord. Donc ça, c'était notre lien identitaire et donc une fierté. Vous pouvez constater que dans beaucoup de pays, beaucoup de cultures, on s'identifie au plat national, ici le boulet. Hein, les Français sont très, très attachés à certains plats, suivant les régions. Donc l'alimentation, c'est pas juste manger, c'est aussi de l'identité, c'est de l'affectif.
Je me rappelle que nous, on mangeait des animaux souvent quand on allait voir la famille, mes grands-parents, qui élevaient eux-mêmes des poules et des lapins. Et donc, on nous annonçait que le grand-père, il allait tuer la poule, il allait tuer le lapin, et qu'on avait énormément de chance parce que c'était des animaux qui avaient été bien nourris, qui étaient bons pour la santé, etc. Pas une fête familiale sans se retrouver autour d'un animal mort. C'était vraiment le centre de la fête. Hein. On ne s'en rendait pas compte, évidemment. Mais donc, vous imaginez que c'est un fameux conditionnement que beaucoup de gens, pour passer au-delà de ce conditionnement, eh bien, ça pose vraiment des gros problèmes. Hein. Alors, ça, c'était une chose, donc. Pardon. Donc, pour ma part, comment j'ai traversé ce conditionnement-là? Il y a eu plusieurs... on va dire accident dans la vie. Ici, vous me voyez avec mon ami François Nbio en faculté de dentisterie. Pendant 5 ans, j'ai étudié la dentisterie. Et donc, on a des cours d'anatomie, d'histologie, de physiologie, de biochimie, humaine principalement. Et c'est là où j'ai fait le rapprochement entre la viande et l'organe des animaux. Hein, on avait des cours d'anatomie et on disséquait des cadavres animaux et humains. Et après, je me suis retrouvé, quand je mangeais ma viande, je n'étais plus du tout un naïf. C'était fini, je ne pouvais plus oublier que ce que j'avais dans mon assiette, c'était le morceau d'un animal. Alors qu'effectivement, tout est fait dans notre société, dans notre culture, pour qu'on oublie complètement, qu'on ne fasse pas ce lien. Hein. Donc moi, quand je plongeais mon petit couteau dans ma cuisse de poulet, je voyais les nerfs, les os, les aponevroses, bref, tout ce que j'avais étudié en anatomie. Et puis en anatomie, on nous expliquait aussi que les muscles des mammifères, c'était pareil, c'était tous pareils, même structure. Histologiquement, anatomiquement, physiologiquement, c'est pareil. Donc évidemment, ça permet de poser quelques questions en disant on mange de la chair de mammifères, nous sommes des mammifères, on n'aime pas s'imaginer être une sorte d'anthropophage. Ici, c'est plutôt de zoophage, mais la zoophagie commence à poser des problèmes, évidemment. Donc ça a été quelque chose qui a commencé à me dégoûter. Il y a eu un deuxième élément dans ma vie, c'est que mon père était passionné par l'ésotérisme, et à un moment, il était devenu bouddhiste. Et pendant 6 mois, on a été végétarien à la maison. Hein, il nous parlait de karma, etc. Mais après, il a abandonné, il est redevenu omnivore. Bon, donc, l'épisode est passé. Mais enfin, j'avais compris la leçon. Hein, le karma, réincarnation, je peux me réincarner dans un autre animal, etc. Donc, évidemment, ça pose question. Mais bon, le vrai tournant, ça a été les 3 crises alimentaires en Europe. C'est là où je regardais la télé avec mes parents tous les jours. C'est là que j'ai compris qu'il y avait un vrai souci dans l'industrie agroalimentaire. Je vous rappelle rapidement les faits. Donc c'était la crise de la vache folle, hein, donc la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Alors ce qui était extrêmement choquant pour moi, qui ne connaissais rien aux pratiques d'élevage, c'était d'apprendre que ceci existait, les fameuses farines animales. Donc, en sortie d'équarrissage, les corps, hein, une fois qu'on a enlevé les parties qu'on pouvait valoriser, la viande, le sang, etc., les boyaux, il ne reste plus que le squelette. Eh bien, ça encore, les industriels l'utilisent. Et l'utilisaient pour les broyer, les sécher, en faire de la farine qu'ils donnaient aux animaux. C'est très riche en protéines, ça ne coûte rien évidemment, puisque à la base c'est parti pour être des déchets. Et ils ont constaté qu'en donnant ça aux animaux d'élevage, ils avaient une croissance de 3% de plus. C'est pas énorme, hein, 3% de plus. Mais au niveau de l'industrie, on est à 2 centimes, on est à 3 centimes. Hein. Et donc c'était utilisé depuis 1 siècle. Ils avaient compris ça depuis très longtemps. Et donc, ils avaient fait un truc complètement fou, c'est qu'ils ont finalement franchi une ligne rouge, c'est d'avoir transformé des herbivores en carnivores, même en anthropophages. Enfin, pas anthropophages, mais en tout cas, des vaches se sont retrouvées à manger des vaches en poudre. Donc, c'est assez choquant. Puis, entre parenthèses, des êtres humains sont morts à cause de ça, hein, puisque les fameuses vaches avaient une sorte de virus, un prion qui remontait la colonne vertébrale à travers la moelle épinière, qui remontait dans le cerveau et qui allait détruire le cerveau. Hein. Certains êtres humains ont eu cette maladie. En Belgique, il y a eu quelques mois après le scandale du poulet à la dioxine, c'est-à-dire que des éleveurs sans scrupules, dont c'est méga
comment dire, hangars de production de viande de poulet ont eu l'idée d'acheter de la nourriture à bas coût. Et c'était des résidus, des déchets d'usine. Dedans, il y avait de la dioxine. Et ce qui était fort choquant, c'est qu'évidemment, on a dû les euthanasier. On les a euthanasiés à très grande échelle. Ils passaient avec des combinaisons et avec des bonbonnes de gaz. Dans le gaz, c'était de la strychnine. Hein. C'était un composé assez similaire à ce qu'on utilisait pendant la guerre 40-45, le Zyklon B, strychnine. Et donc, j'étais vraiment, de plus en plus, commencé à faire un lien avec le cours d'histoire de mes profs d'histoire au collège Notre-Dame de la Paix. Et ceci, c'est pas mal non plus. Quelques mois après, fièvre afteuse en Grande-Bretagne. C'est là aussi où on apprend que tout est basé sur la rentabilité, la production, et que s'il y a le moindre petite maladie qui se déclenche, on ne prend aucun risque, on fait un périmètre autour de l'épidémie. Ici, je pense qu'on a pris 30-40 kilomètres autour du foyer de l'épidémie, et tous les élevages qui étaient dans ce périmètre-là, mais tous les bovins ont été tués. C'était 200 000 bovins. On voyait des images comme ça, ils ont creusé des tranchées, des trouées dans la campagne anglaise, ils ont mis, ça c'est de la soude je crois, je ne suis pas sûr, de la chaux, c'est de la chaux vive, ils sont venus avec des tracteurs, avec de tout, et puis ici je suppose qu'on met encore des produits, enfin c'était horrible à voir. Et alors il y a une anecdote qui nous montre que c'est un monde de fous auquel on appartient. C'est qu'il y a une tribu africaine qui a envoyé officiellement à la reine d'Angleterre une demande pour adopter, ou en tout cas reprendre ces 200 000 animaux qui étaient condamnés, parce qu'eux se considéraient être les gardiens du troupeau universel. Hein. Je ne sais plus si c'est les Peuls, mais enfin en tout cas c'est des tribus pastorales africaines qui voulaient récupérer ces animaux, parce que ce n'étaient pas des animaux qui allaient mourir. En fait, la fièvre afteuse, ce n'est pas quelque chose qui est mortel pour l'animal. On peut le soigner, mais ça coûte cher. Sa viande, on ne peut pas la vendre. Voilà, c'était le seul problème. Donc, ils sont inutiles pour le système de production, donc ils sont tués en masse. Donc ça, c'est vraiment les trois éléments qui m'ont fait me dire, bon, c'est pas possible, je ne peux pas continuer à donner de l'argent à ce système, il faut que j'arrête. Et donc c'est plus ou moins à ce moment-là que je suis devenu végétarien, que j'ai arrêté de manger des animaux, avec évidemment les inquiétudes, puisqu'on m'avait toujours dit qu'on ne pouvait pas vivre en bonne santé sans manger des animaux, mais elles ont assez vite été éteintes, juste simplement en s'informant un petit peu. On se rend compte que toutes ces croyances ne sont pas fondées scientifiquement. Je vais justement vous en parler probablement dans peu de temps. Voilà. Alors, le végétarisme, ça fait des siècles qu'il y a des gens comme moi qui viennent prendre la parole devant un auditoire. La société végétarienne anglaise est née au 19e siècle. Hein, et donc, mais aujourd'hui, il y a urgence. Aujourd'hui, c'est plus le même discours qu'on peut avoir. Au 19e siècle, on ne se rendait pas compte qu'on était dans un monde tout petit et qui était à sa limite de saturation au niveau des écosystèmes. Hein. Alors c'est assez simple sur ce schéma. On peut voir que les quelques derniers siècles ont vu une croissance exponentielle de l'humanité, 7 milliards et demi, on va vers 9-10 milliards. Et donc, effectivement, là, le végétarisme devient intéressant. Ça devient vraiment une question, je suis certain qu'on en entendra de plus en plus parler dans les médias. C'est parce qu'on se demande comment est-ce qu'on va nourrir tous ces gens-là. Alors ça, c'est un schéma qui est probablement à l'origine de la création de cette ASBL en 2000, je ne sais plus, tiens, 2006, c'est ça. C'est paru par donc les experts de la FAO, donc c'est un organisme de l'ONU qui est chargé par les nations de collecter des informations pour aider tous les gouvernements à pratiquer une politique qui éradiquerait la faim. Et en tout cas, et aussi les risques alimentaires du futur. Et donc là, on a vraiment le top au niveau scientifique. Ce sont des gens qui lisent toutes les publications scientifiques dans les revues à publication, oui, des revues qui sont vérifiées par des scientifiques. Donc vous ne pouvez rien publier qui n'a été vérifié par des experts.
Et donc ce schéma est extrêmement angoissant. C'est les prévisions de la consommation de viande dans les pays en voie de développement pour la ligne rouge et dans les pays développés pour la ligne bleue. Et en gros, ça nous disait à l'époque qu'il fallait doubler la production agricole mondiale si tout le monde mangeait conformément aux prévisions. C'est les pays comme la Chine, l'Asie, l'Argentine, le Brésil qui tirent cette tendance vers le haut. Et évidemment, tous ces animaux qu'on veut absolument élever et que beaucoup de gens ont fermement l'intention d'élever et de produire, ils mangent évidemment des quantités de végétaux qui sont vraiment importantes. Alors, l'équation, on peut la résumer comme celle-là. Chaque année, il y a 70 millions d'êtres humains de plus sur cette planète, l'équivalent de la population française, et vous avez l'équivalent de la surface de la France en sol agricole notamment, qui est dégradé. On a moins de surface pour produire de la nourriture et on est de plus en plus nombreux. Alors évidemment, cette équation, elle permet de se dire, bon là il y a un moment où il faudrait faire des choix par rapport à ce qu'on élève, ce qu'on produit. Alors voici des chiffres assez basiques mais qui sont éloquents. Vous voyez que si vous prenez 1 hectare de soja, après on voit ce que vous récoltez, ici on parle des protéines, et il n'y a rien qui bat le soja. Alors, le soja est une plante très particulière. C'est une plante qu'on retrouve dans tous les produits industriels, pour la bonne raison qu'elle est imbattable. À l'hectare, il n'y a rien qui bat le soja au niveau de production de protéines. L'autre plante qui est massivement utilisée dans la production industrielle, que ce soit pour les élevages, que ce soit pour l'alimentation humaine, c'est le maïs. Il est imbattable à l'hectare au niveau des glucides. Vous avez ces deux plantes. Pourquoi on les met dans tout ce qu'on produit, en tout cas dans la filière industrielle? C'est que c'est ce qu'il y a de moins cher. Et pour l'huile, à votre avis, c'est quoi? L'huile de palme. Vous avez les trois plantes qui sont en train de gagner des surfaces agricoles dans le monde entier, avec une méthode évidemment hyper intensive, c'est de la monoculture, c'est des productions sans rotation, donc c'est vraiment une agriculture délétère. Toujours est-il qu'on pourrait les produire autrement, ces plantes. Les plantes ne posent aucun problème, le problème c'est que la façon dont on les produit. Donc vous voyez que c'est des plantes qui, pour ce qui est du soja, procurent 400 kg de protéines à l'hectare. En viande, on est plus ou moins à 50 kg en moyenne. Et si vous prenez du bœuf, là, vous avez des moyennes encore plus basses. Donc, on est quasi du simple, oui, c'est ça, 1 à 10. Et ça, c'est un peu la moyenne pour les viandes, 1 à 10. Si vous mangez des végétaux, vous allez épargner 9 calories sur 10 calories. Si vous mangez des animaux, vous allez voir, vous avez une perte calorique de 90% et protéique plus ou moins similaire. Alors ceci, je trouve qu'on devrait vraiment retourner à l'école en sciences, on a vu ça. Et c'est incroyable le nombre de réactions qu'on a lorsqu'on essaye de défendre nos idées, lorsqu'on argumente, c'est incroyable le nombre de citoyens qui oublient complètement que les animaux mangent des végétaux. Et donc ils court-circuitent complètement leur raisonnement et qui arrivent avec des arguments complètement biaisés. Alors voilà, on a vu ça en première humanité, je pense. J'ai demandé à mes collègues de sciences. Donc en gros, nous tous, nous vivons de quoi? De l'énergie du soleil. Il n'y a qu'un organisme qui arrive à puiser cette énergie, fixer cette énergie. Eh bien, ce sont les plantes, via la photosynthèse. Et les plantes ne fixent que 1% de toute l'énergie solaire qui atteint la Terre. Après, vous avez le niveau supérieur, c'est les mangeurs de plantes. Eh bien, les mangeurs de plantes, l'énergie que les plantes auront emmagasinée, ils ne pourront en utiliser que 10%. Et quand vous montez l'échelle, vous avez une perte de 90%. Donc nous voulons nous placer tout en haut de la chaîne alimentaire, ça implique évidemment un énorme gaspillage. Si on mange les végétaux, vous voyez qu'on peut préserver de nombreuses surfaces agricoles. Si on se met au-dessus et qu'on mange énormément de produits animaux, on voit qu'il y a une perte assez importante. Et là, quand on devient des prédateurs de prédateurs, ça devient un peu considérable. Donc c'est ça l'enjeu d'aujourd'hui, c'est tout simplement ça. Est-ce qu'on peut se permettre de manger tous
autant d'animaux que les Belges n'en mangent. Autant vous dire que ce n'est pas possible. Hein. Les Belges en mangent 50 kilos par an, avec os ou sans os. Ici, c'est sans os, sans la carcasse. 50 kilos, ben si vous généralisez ça à 7,5 milliards de personnes ou à 9 milliards en 2050, ben vous avez une planète où il ne reste plus rien. On aura rasé toutes les forêts. C'est une évidence. Donc, la légitimité du message, des gens qui disent, bon ben, est-ce que c'est une nécessité de manger des animaux? Si ce n'est pas une nécessité, c'est vraiment ballot d'abîmer tous les écosystèmes pour un résultat aussi faible finalement. Hein. Alors, que sommes-nous censés manger? Ça, c'est une grande question également. Il se fait que nous sommes des hominidés, hein, et qu'il ne reste plus beaucoup d'hominidés encore en vie aujourd'hui. Il y en a 5, et il y en a un apparenté. Hein. Vous avez le chimpanzé, l'orang-outan, l'humain, les gorilles, le bonobo. Entre l'humain et le bonobo et le chimpanzé, par exemple, il n'y a que 2% de différence au niveau génétique. Donc on est très similaires, on est des cousins. Notre histoire, on s'est séparés entre les singes et nous il y a 6 millions d'années. Et donc, que mangent ces animaux? Ben, ils mangent à 95% des végétaux, à part le gorille qui lui est 100% végétarien. Le bonobo, il est quasi aussi. Et donc nous, on paye et on dépense beaucoup d'argent pour savoir ce qu'on devrait manger. Il me semble que c'est assez évident, on devrait manger principalement des végétaux. Je ne suis pas le seul à le dire, des gens bien plus éminents et bien mieux placés que moi l'ont dit. Vous avez l'inventeur de l'anatomie comparée. Si vous voulez répondre à cette question, ben, qu'est-ce qu'il faut manger? Ben, vous disséquez un corps, vous regardez un petit peu les organes, vous voyez ce qu'il y a, et puis vous pouvez tout de suite répondre. L'inventeur de l'anatomie comparée, c'est Cuvier, et voilà, il le dit très clairement. Moi, quand je regarde les organes d'un être humain, ils sont quasi similaires aux organes des frugivores granivores, c'est-à-dire les singes, comme ce que nous sommes en fait. Et vous avez Darwin, les deux autres sont moins connus, même si c'est des célébrités dans les sciences naturelles. Et depuis lors, le débat est toujours d'actualité. Sommes-nous omnivores, végétariens, etc. Mais en grande majorité, ça c'est une certitude, nous devrions manger des végétaux. Alors, on fait une petite expérience. Voilà, que vous inspirent ces images. A priori, vous devriez avoir une sorte d'instinct de répulsion. Parce que nous ne sommes pas des prédateurs. Les prédateurs ont évidemment une attirance. Il y a du sang, il y a sans doute une odeur. Et donc ici, c'est la régalade. Hein. Les corps en putréfaction, pour un prédateur, il n'est pas rebuté. Hein, nous, on fouille ces odeurs-là. Elles nous dégoûtent. Des excréments, on le fouille, parce que là, il y a putréfaction. C'est parce que nous sommes des animaux qui ne sommes pas destinés à consommer ce genre d'aliments. Et pour une très bonne raison, d'ailleurs, c'est extrêmement dangereux. Nous avons un estomac qui est extrêmement, en tout cas beaucoup moins acide que l'estomac des carnivores. Et cette acidité, si notre estomac était plus acide, nous pourrions éliminer les bactéries dangereuses qui se trouvent dans les corps en décomposition. Ce n'est pas le cas. Nous, on est obligé de cuire les aliments, les conserver, etc. Un chien, il voit une carcasse qui a 5 jours, il peut la manger. Son organisme va s'en débarrasser. Nous, si on fait ça, il y a de fortes chances qu'il faille tout de suite appeler le SAMU, parce qu'on risque d'avoir un grave problème. Donc ça, c'est pas très attirant, et normalement, ça, c'est attirant. Je pense que c'est quand même deux images qui sont très parlantes. Instinctivement, naturellement, on n'est pas porté vers ce genre d'alimentation. Et bien sûr, pour qu'on mange quand même ces aliments, généralement, on camoufle. Hein. Il y a déjà des Grecs de l'ancien temps qui avaient compris que si nous ne camouflions pas nos mets, si nous n'enlevions pas le sang, si nous ne coupions pas les morceaux pour les apprêter, pour les préparer, l'appétit risquait de ne pas être présent. Alors, on va parler un peu de la santé. Ça, c'est l'enquête de consommation de 2004, la soi-disant plus vaste enquête de consommation, en tout cas des habitudes alimentaires des Belges. Sans surprise, on constate que les produits animaux sont trop consommés en Belgique.
Et évidemment, les légumes et les fruits, c'est ce qu'on consomme le moins, avec beaucoup d'adolescents qui sont à moins d'un fruit par semaine, parfois aucun fruit. On a des jeunes végétariens, des jeunes végétariennes qui nous disent oui, je suis végétarien, mais je n'aime pas les fruits, je n'aime pas les légumes. Ils mangent des pâtes et des céréales. Alors, évidemment, ceux-là, ils ont des problèmes de santé. Donc nous, on devrait... Et ceci dit, hein, il commence à y avoir des États ou des ministères de la Santé qui ont inversé cet étage-ci. On va dire que traditionnellement, on met les céréales en bas. Eh bien, en Angleterre, ils ont inversé, ils ont mis les fruits et les légumes en bas. C'est-à-dire qu'ils insistent vraiment. Chez nous aussi, on vient de le faire. Ah, c'est très bien. Je ne suis pas au courant des derniers changements. Donc, qu'est-ce qui nous diffère des animaux, des carnivores, du chien, hein? Qu'est-ce qui distingue Bill Clinton et un chien? Eh bien, j'en ai déjà un peu parlé. Mais il faut savoir que Bill Clinton, c'était un grand mangeur de junk food. Donc, pizza, hamburger, etc. Et il a eu un arrêt cardiaque. Et on a dû lui faire un triple pontage. En gros, il était en sursis, hein. Sa fille est végétarienne, sa fille connaissait des médecins extrêmement célèbres aux États-Unis qui traitent ce genre de maladie par une alimentation végétalienne, par une mise à l'écart, hein, on pratique la méditation, on réapprend à se nourrir, on apprend à se calmer, puisqu'il n'y a pas évidemment que le problème de la surconsommation de produits animaux, c'est tout un ensemble quand on a ce genre de maladie, il y a le stress. Il y a la sédentarité, etc. On mange trop gras, on mange trop salé, on mange trop sucré. Enfin, c'est l'alimentation, on va dire, assez courante dans nos pays. Et donc, il va suivre les conseils de sa fille. Alors, ça a bien marché pour lui. Donc, voilà. Quand même vous montrer les médecins en question. Alors, les médecins sont extrêmement célèbres. Ils sont dans la liste des 100 meilleurs médecins des États-Unis, ce ne sont pas des inconnus, ce ne sont pas des gens qui viennent d'une sombre université. Le docteur Esselstyn, il était dans l'équipe de médecins chirurgiens qui ont mis au point les techniques de pontage, un des tout premiers, mais il s'est rendu compte qu'il n'aidait pas ses patients. Il faisait des pontages, il ralentissait évidemment la mortalité de ses patients, mais il y a une épidémie incroyable là-bas aux États-Unis. Et donc il s'est intéressé à la prévention. Il s'est dit, bon, ben, d'accord, on intervient en urgence, qu'est-ce qu'on va faire pour la prévention? Bon, il a lu d'autres chercheurs, notamment Campbell. Vous avez donc dizaines de médecins qui ont un très bon niveau. Dedans, il y a des chercheurs d'université qui se sont dit, ben voilà, probablement que c'est la surconsommation de produits animaux, de sucre, ça c'est sûr, de sel, etc. Et donc ils ont testé ça. Et notamment Esselstyn, il a pris 50 personnes qui étaient en phase vraiment où les artères de ces patients étaient extrêmement obstruées. Hein. Et il leur a dit, bon ben voilà, vous partez 3 mois dans on vous met à l'écart pendant 3 mois, vous réapprenez à faire à manger, vous ne mangez plus rien, aucun produit animal. Et ils ont eu des résultats assez incroyables. Ils étaient à 49 patients sur 50 qui ont vu non seulement leur état s'améliorer, mais en plus avec même quelque chose que ne savent pas faire les méthodes, on va dire, traditionnelles, c'est d'avoir une petite rémission au niveau de la plasticité des parois artérielles, c'est-à-dire que 15% de l'élasticité des parois artérielles sont revenus. Ce qu'on ne sait pas obtenir en utilisant des statines. Si vous avez des problèmes, vous avez des artères qui se bougent parce que vous mangez trop de graisse saturée, eh bien, vous avez vos artères qui s'abîment, qui se rigidifient. Eh bien, grâce à cette alimentation, les patients de ces médecins-là ont vu l'élasticité revenir. Bon, c'est pas un miracle, ça n'a pas réglé totalement le problème. Hein. Et donc, ils sont extrêmement connus. Bill Clinton est venu à CNN s'exprimer, il était tout content d'avoir retrouvé son poids de jeune premier. Il a perdu au passage 18 kilos. Donc il était très content. Donc voilà ce qui nous diffère d'un chien. C'est qu'un chien, lui, il peut manger autant de graisse saturée qu'il le souhaite. Sa physiologie lui permettra de s'en débarrasser. Alors ces graisses saturées, c'est ce qu'on dit les mauvaises graisses. Alors actuellement, je sais qu'il y a une polémique. J'ai vu un documentaire qui expliquait que ce serait peut-être pas forcément le cholestérol sanguin.
Voilà, vous avez vu sans doute le documentaire récemment. Non, j'étudie. Enfin, il y a 2 écoles. J'ai vu ce documentaire récemment. Il y a 2 écoles. Et l'école majoritaire encore aujourd'hui, c'est celle qui attribue au cholestérol, ou en tout cas aux graisses saturées, hein, plus que le cholestérol. Hein. On a besoin de cholestérol. Hein. Oui, le cholestérol. De beaucoup d'hormones, dont la vitamine D, dont la testostérone, dont les œstrogènes. On en a besoin. On a besoin de cholestérol. Du bon. Mais il n'y a pas du bon et du mauvais, c'est une question de transporteur. En tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que le cholestérol a des défenseurs. Toujours est-il qu'il y a une corrélation évidente, les études épidémiologiques à vaste échelle montrent une corrélation évidente entre une forte consommation de viande et des problèmes cardiovasculaires. Donc, quelle que soit, on va dire, la causalité du fait que les parois des vaisseaux s'abîment, quelle que soit sa causalité, toujours est-il qu'il y a un lien entre une forte consommation de viande et ce genre de problème. Donc les graisses saturées, bon, on sait bien qu'il y en a plus dans les produits animaux. Ici, vous avez les graisses saturées en bleu. On voit bien que la proportion de graisses saturées dans les produits animaux est bien plus importante que dans les végétaux. Hein. Il y en a aussi des graisses saturées, mais moins. Ça, donc souvent, c'est pointé du doigt par pas mal de nutritionnistes que je ne suis pas, mais qui, voilà, je vais simplement synthétiser ce que j'ai lu. Il y a un problème de sucre. Ce n'est pas que les produits animaux, évidemment. C'est extrêmement nocif, les sucres. Alors, on va passer de maladies cardiovasculaires à l'avis récent de l'Organisation mondiale de la santé, donc qui a classé les viandes transformées dans les produits hautement cancérogènes, et la viande rouge dans les produits probablement cancérogènes. Donc, dans ce papier, ils disent qu'il faudrait essayer d'éviter de ne pas consommer plus que 400-500 grammes de viande rouge. Ceci dit, si vous mangez beaucoup de viande transformée, ça fait bien moins. Si vous écoutez par exemple les avis de certains organismes qui combattent le cancer, que ce soit en Belgique ou par exemple ici au Canada, leur conseil pour la Belgique, c'était 150 grammes de viande rouge, 150 grammes de viande blanche et 150 grammes de poisson. Voilà les conseils Par combien de temps par semaine? Par semaine. Pas par an, sinon. Mais non, donc c'est la Fondation contre le cancer qui le prescrit. Ici, au Canada, c'est 3 fois 85 grammes. Donc c'est quand même une consommation assez faible. Et ça veut dire en gros qu'il faudrait manger des végétaux 1 jour sur 2, quoi. Si on veut suivre ces avis, ça paraît un peu logique. Alors au niveau scientifique, il y a de vastes études qui viennent souvent des États-Unis. C'est souvent eux qui ont les moyens de pouvoir étudier sur un très long temps et sur de très nombreux cobayes, entre guillemets, parce que finalement c'est un peu la seule façon d'avoir des études un peu fiables. Il faut beaucoup de gens et il faut beaucoup d'années et il faut évidemment une analyse on va dire, rigoureuse, scrupuleuse. Alors dans les très très grandes études, on a celle-ci qui montre bien que ceux qui mangent 100 grammes de viande par jour fraîche ou 100 grammes de viande transformée, ici on est, je crois que c'est Harvard, je pense, oui c'est Harvard, qui montre que l'espérance de vie, les maladies cardiovasculaires et les cancers sont en augmentation quand on mange beaucoup de produits animaux. Vous avez ce nutritionniste qui est le plus influent au monde, hein, le docteur Walter Willett, il est le plus repris dans les publications d'autres experts de l'alimentation parce qu'il a été celui qui a contribué à créer ces études très vastes sur 240 000 femmes à partir des années 70. Encore aujourd'hui, ces femmes sont suivies et c'est qu'avec un énorme échantillon que vous pouvez faire des liens entre la cigarette, la viande, les produits laitiers, le sport, le pas le sport, etc. Voilà les grands résultats de ces vastes études. Donc le cancer du sein et du côlon sont en augmentation plus vous mangez de la viande rouge. La consommation de noix, de céréales aboutit à une diminution des maladies coronariennes,
Ils avaient même vu que la pratique du jogging n'apportait pas plus de bénéfices que la consommation d'une poignée de noix par semaine. C'est intéressant de le signaler. Et donc, effectivement, qu'ils ont vu des relations avec les graisses trans, le sucre et les maladies coronariennes. Et aussi, bonne nouvelle, plus on mange des végétaux, plus on peut aussi voir s'éloigner les chances de développer des maladies comme celle d'Alzheimer, d'après leurs recherches. La viande, ce n'est pas qu'un problème, évidemment, quand on la mange. Elle est cancérogène d'après ces études. C'est aussi quand on la cuit. Ça, c'est le plus gros problème. C'est donc quand vous cuisez trop fort de la viande, vous avez un problème parce que vous allez émettre des dioxines, des amines hétérocycliques et du benzopyrène, qui sont toutes des molécules qui sont cancérogènes. Ici, vous avez une description du mécanisme, ça on ne savait pas il y a 10 ans, d'ici 15 ans, vraiment le mécanisme de pourquoi la viande produit ou permet de développer plus de cancers, notamment quelque chose qu'on ignorait, c'était la responsabilité du fer héminique. Le fer qu'on retrouve dans les produits animaux, semblerait-il serait lié à un plus grand taux, une plus grande chance de développer des maladies. Le diabète 2, le type 2, est aussi une maladie qui se répand et qui a un vrai problème de santé en Belgique et en France, en Europe, aux États-Unis. Et ces docteurs-ci ont eu des résultats extraordinaires de réversion du diabète grâce à une alimentation végétale. Dr Neil Barnard Programme, c'est à suivre. Moi, je vais un petit peu sortir de là, mais non, on va y rester quand même. Je vais vous parler de Dan Buettner, qui est donc un journaliste, et le National Geographic lui a demandé de faire une petite étude. Et ce qui intéressait le National Geographic, c'est de savoir pourquoi, dans des pays comme le Japon, à Okinawa, les gens vivaient très longtemps. Donc, on lui a demandé de trouver les endroits sur la planète où les gens avaient une espérance de vie assez importante. Alors évidemment, il en a trouvé, et c'est les fameuses zones bleues. Et vous avez Okinawa, ça, on le sait bien, puis vous avez l'alimentation, la diète méditerranéenne, la Grèce, l'Italie, et vous avez le Costa Rica. Et évidemment, comme c'est un Américain, on lui a demandé de trouver un endroit aux États-Unis où les gens vivaient plus longtemps qu'ailleurs. Alors, où c'est ? Eh bien, d'abord, je vous montre Okinawa. C'est ça les photos de Dan Buettner. Je crois qu'on est en Grèce ici. Et là, on est à Loma Linda, en Californie. Avant de vous parler de Loma Linda en Californie, parce que l'histoire est intéressante, je vous propose quand même de dire, bon, c'est pas parce qu'ils ne mangeaient pas de viande ou quasi pas, ou peu de viande, c'est pas pour ça qu'ils vivaient plus longtemps, mais c'est un des facteurs. Les 4 facteurs qu'ils ont mis en évidence, c'est le fait que les gens dans ces pays bougeaient, ils n'étaient pas sédentaires tous les jours, ils faisaient leurs petites tâches quotidiennes, qu'ils ont des liens importants, des liens sociaux qui sont très valorisants, qu'ils ont une vision, une philosophie de la vie qui est plutôt tournée vers les aspects positifs de la vie, ou de religion, et puis une alimentation avec peu de produits animaux et beaucoup de végétaux. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans ces zones-là. Alors, à Loma Linda, c'est un des endroits où il y a le plus haut taux de végétariens, vous l'avez évidemment compris. Alors, pourquoi à Loma Linda, on a une concentration de végétariens ? Pour cette raison que les gens de Loma Linda sont, en grande majorité, sont des gens qui appartiennent à un mouvement chrétien qui sont, je crois, les adventistes du 7e jour, si ma mémoire est bonne. Et eux, donc, ils suivent plus ou moins la lettre, ce qui est écrit dans les écrits saints, et notamment dans la Genèse, où Dieu prescrit l'alimentation naturelle pour les êtres humains. Avant la chute, évidemment, avant le péché. Et donc, voilà l'extrait qu'eux exhument des livres saints pour dire, ben voilà, Dieu, il voulait qu'on ne consomme pas des animaux. Il y a d'autres passages dans la Bible, notamment, je crois, d'Ézéchiel, qui dit qu'à la fin des temps, quand
les jugements derniers aura été rendu, le tigre, l'agneau, l'homme, etc., seront des amis, ou en tout cas vivront sans craindre l'autre, puisqu'effectivement, ils ne se mangeront plus, il n'y aura plus de prédation. Donc la chute, c'est le début de la prédation dans la Genèse. Donc les gens de Loma Linda, ils ont considéré que, eh bien ici c'est ce que voulait le Très-Haut, si c'était, on va dire, l'idéal à atteindre, qu'ils allaient se presser, ou en tout cas essayer de l'atteindre de leur vivant. Et donc la plupart des gens là-bas ne mangent pas de viande, et effectivement c'est l'endroit des États-Unis où les gens vivent le plus longtemps. Donc on pourrait voir une corrélation sans trop sans y voir malice. Alors, maintenant on va parler de l'environnement. Alors, ce sont les chiffres de la FAO, je vous ai présenté cet organisme des Nations Unies. Donc, le rapport dont je vous avais parlé, Livestock Long Shadow, nous explique que 70% des surfaces agricoles dans le monde sont utilisées pour nourrir les animaux. Il explique aussi que ça représente 30% des surfaces émergées du globe, tout ça pour nourrir les animaux. On apprend également que, et ça par un rapport de Greenpeace, ils ont envoyé leurs enquêteurs pendant 4 ans au Brésil pour répondre à cette question. Qui est responsable de la déforestation? Et donc là, ils ont répondu, très simplement, en tout cas, apparemment 80% des surfaces déboisées le sont pour soit de faire pousser du soja, soit de faire paître des bovins. Donc il y a évidemment un lien entre consommation de viande et déforestation. On veut y faire planter du soja parce que, je vous l'avais dit, le soja, il est irremplaçable pour l'agriculture intensive parce que c'est la plante qui a le plus de protéines. Alors, ça donne ceci d'ailleurs, une sorte de triangulaire, mais ici c'est plus la traite des esclaves, mais en 1965, l'Europe a signé un traité qui est effectivement un petit peu un traité qui nous poursuit, un traité qui lui empêche de percevoir des taxes sur l'alimentation pour les animaux, vis-à-vis des États-Unis et d'autres pays. 1965, on a eu les mains attachées. C'était voulu par les États-Unis, c'était voulu par d'autres firmes européennes comme les producteurs de savon qui avaient besoin donc de végétaux à très bas prix. Et depuis ces années-là, on ne peut pas taxer l'alimentation pour les animaux. Et il se fait que les Brésiliens produisent des végétaux en plus grande quantité pour moins cher. Ils ont notamment 2 récoltes par année, puisqu'ils ont un climat qui est bien plus favorable. Ils ont un autre système d'agriculture. Par exemple, aux États-Unis, ils ont aussi des zones agricoles qui sont plus favorables. Et surtout, les fermiers américains sont subventionnés, reçoivent plus d'argent. Donc, en gros, pour ce qui est de la Belgique, la moitié des végétaux qu'on donne à nos animaux sont importés, soit des États-Unis, soit du Brésil, soit de l'Argentine, mais aussi des pays comme pays africains. Par exemple, on importe, je pense, des résidus de noix de coco aussi pour nourrir nos animaux. Et un scandale qui touchait l'Éthiopie en pleine famine en Éthiopie, l'Europe importait du blé d'Éthiopie pour, entre parenthèses, certaines tonnes, une quantité certaine de ce blé était consacrée à nourrir nos animaux. Entre parenthèses, l'Europe s'est retrouvée devant cette situation-là et impossible de taxer, donc ils ont trouvé un autre truc. On va subventionner notre blé pour les donner aux animaux, puisqu'il faut des protéines. Tout ça, c'est le marché de la protéine végétale. Bien, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va concurrencer les Américains, et ils ont diminué de moitié le blé européen pour que les éleveurs donnent le blé aux animaux. Vous imaginez un peu, si on revenait au 19e siècle, qu'on disait aux agriculteurs qu'on donne le blé aux animaux, ils diraient, mais c'est quoi ce truc? Au 19e siècle, tous les végétaux qu'on donnait aux animaux, c'est les végétaux non consommés par les êtres humains. On est au 20e siècle, on donne des quantités incroyables de végétaux qui pourraient être consommés par des êtres humains. Alors, je vous en donne la preuve. Ici, vous avez la production, l'endroit où on trouve le plus grand nombre d'élevages intensifs de porcs en Europe. Et vous voyez que la production intensive de porcs, c'est le long des côtes, puisque les bateaux viennent des États-Unis et du Brésil. Et évidemment, là où c'est le moins cher de produire de l'élevage de porc, ou en tout cas de la viande de porc intensive, c'est là où est le plus proche, évidemment, l'alimentation. Il faut savoir que pour un producteur de porc, 60% de son coût de revient, c'est le prix de l'alimentation des porcs. Et donc, évidemment, vous avez la Flandre
Plus vous allez, ne fût-ce que 100 km, nous on est moins compétitifs que les Flamands pour produire du porc. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout près du port d'Anvers. Vous avez les côtes en Allemagne, là, Hambourg, le port d'Hambourg, et là où vous voyez le plus de production de porc, c'est évidemment le long des côtes. Vous avez la Bretagne, c'est pas pour une raison autre que celle-là que la Bretagne a été considérée par le ministère de l'Agriculture français comme l'endroit où c'était le plus intéressant de produire du porc. Et vous voyez un peu partout, ce sont les porcs. Donc c'est pour vous dire que le système, il est systématisé, c'est de la production industrielle, et que cette plante-là est au centre du système, évidemment, puisqu'elle apporte un des acides aminés qu'on retrouve assez peu dans le règne végétal, c'est la lysine. Le soja est très très riche en lysine et il se fait que les animaux ne produisent pas. Souvent on entend qu'il faut manger de la viande parce qu'il y a 8 acides aminés essentiels qu'on ne trouve pas dans l'alimentation. C'est très vrai, 8, 9, 10, ça dépend, il y a des petits détails. C'est très vrai. Sauf que implicitement, on voudrait faire croire aux gens que les animaux produisent des acides aminés. Ces 8 acides aminés essentiels, indirectement on nous fait croire, ou en tout cas on pourrait croire, que les animaux, eux, produisent ces acides aminés essentiels. Or, c'est tout à fait faux. Ils sont des mammifères, ils ne savent pas produire ces acides aminés essentiels, ils doivent le consommer. Parmi ces acides aminés essentiels, c'est la fameuse lysine, et c'est pour ça que le soja est la star incontestée des végétaux qui sont utilisés dans les élevages intensifs. D'ailleurs, ça pose pas mal de problèmes. Regardez ici, il y a un schéma qui montre un peu. Vous voyez, ici, c'est un peu l'équivalence. Si vous voulez avoir autant de protéines pour 1 kg de soja, vous devez apporter 1,5 kg de colza. Pour le tournesol, vous devez acheter 2 kg de tournesol à donner à votre animal plutôt que 1 kg de soja. Donc le soja apporte plus d'acides aminés essentiels par kilo, il est le moins cher, il est imbattable. Et parfois il est subventionné, et c'est des OGM, et il y a 2 récoltes par année, au Brésil en tout cas. Donc vous voyez, nous sommes totalement dépendants de ces plantes chez nous et ça pose un problème environnemental, vous l'avez bien compris, surtout quand ce sont des sojas OGM et qu'ils sont enduits de certains pesticides qui sont, semble-t-il, assez dangereux. Alors pour l'eau, on sait que pour obtenir 1 kg de viande, il faut de l'eau, parce qu'il faut calculer évidemment l'eau qui est nécessaire pour la production céréalière. Et donc, c'est quand même assez important. N'oublions pas que aussi les élevages sont liés à des causes importantes de pollution de l'eau. Il y a évidemment les déchets. Notre pays a été montré du doigt par une étude européenne, 200 experts, pour la pollution à l'azote. Nous sommes un des pays les plus pollués au niveau de l'azote, et ça a pour cause des problèmes de santé. Les antibiotiques qu'on retrouve, qu'on donne en grande quantité aux animaux, on peut les retrouver dans l'eau, etc. Une industrie extrêmement préjudiciable pour l'eau, c'est les tanneries, mais elles ont toutes été délocalisées. Donc, bon, c'est les Chinois maintenant qui ont ce problème. Les hormones qu'on retrouve dans l'eau, on a aussi les résidus des antibiotiques et des pesticides. Donc, il y a un problème lié à l'eau. Entre parenthèses, souvent, il est assez frappant de voir le prix de la viande. Quand on va voir le prix de la viande, on se dit, tiens, parfois, c'est presque le même prix que 1 kg de haricots. 1 kg de poulet, 1 kg de haricots, parfois, c'est exactement le même prix. Et ça ne correspond pas au schéma que je vous ai montré, là. Normalement, c'est beaucoup moins... Ça coûte plus cher à produire, 1 kg de poulet. Mais il se fait que les consommateurs payent moins cher, mais le contribuable, lui, il paye plus. Les dégâts, on va dire l'externalisation des coûts environnementaux de l'élevage intensif, c'est le contribuable qui les paye. Et notamment par l'augmentation de sa facture d'eau. La Wallonie a été pointée du doigt, on lui a tapé sur les doigts, l'Europe, parce qu'on a encore de nombreux cours d'eau qui sont pollués à l'azote. Eh bien, les élevages sont liés évidemment à cette pollution-là. C'est assez connu. Les Bretons se retrouvent avec le même problème, le fameux problème des algues vertes sur leur plage, qui est lié à la production de cochons. Alors ça, c'est le fameux rapport dont je vous parlais, de Livestock Long Shadow, de la FAO, qui pointe quand même la production de CO2, donc de gaz à effet de serre, de l'élevage à 14,5%. C'est le deuxième secteur, avant le secteur des transports.
Donc ça, c'est très connu, on en parle beaucoup. J'ai fait un petit calcul avec les chiffres de l'université de Jean Blou. Hein, vous savez que les vaches émettent du méthane, mais pas par derrière, par devant. Et que j'ai fait mon petit calcul, on a l'équivalent de 10 000 km d'émissions de dioxyde de carbone avec un 4x4. Il faut savoir qu'en Belgique, il y a 2,5 millions de bovins. C'est quand même assez considérable. Alors, c'est très peu connu et pourtant c'est vraiment un gros problème. 50% des antibiotiques utilisés en Europe le sont pour donner aux animaux. Et aux États-Unis, c'est 70%. Pour le moment, se joue une course entre les bactéries et nous. On est en train de la perdre. De plus en plus, les bactéries apprennent à contourner, on va dire, nos défenses. Et nos défenses, ce sont les antibiotiques. Alors, comment ça se passe? Pourquoi? C'est une très mauvaise idée de donner des antibiotiques à des animaux. Alors, on les donne parce qu'ils ont une croissance augmentée grâce aux antibiotiques, qui sont des facteurs de croissance. Et deuxièmement, étant donné qu'ils vivent dans des conditions vraiment extrêmement pénibles, ils développent plus souvent des maladies. Donc, on remet des antibiotiques derrière. Vous imaginez un peu les conditions. Des animaux qui sont serrés les uns contre les autres. Au niveau génétique, ils sont très semblables, puisque souvent des sélections extrêmement importantes au niveau génétique. Généralement, ils ont souvent le même père, puisque la semence d'un seul reproducteur peut se balader dans énormément d'élevage. Le stress de la détention, on vit au-dessus de ces excréments. Pour les cochons, ils ne nettoient pas, enfin s'il y a un système de nettoyage des fosses. Mais pour les poules, par exemple, pour les poules de chair, on ne nettoie que quand les poulets vont à l'abattoir. Donc vous imaginez que c'est pas génial. Hein. Donc l'immunité n'est pas géniale, on met des antibiotiques, il y a des bactéries, c'est génial pour la création de petits monstres, hein, donc des bactéries qui deviennent résistantes. Le SARM ici, le staphylocoque doré résistant à la méticilline par exemple, il a tué plus de gens aux États-Unis cette année que le sida par exemple. Et on le craint aussi, il est chez nous, il est présent chez nous. Hein? Il est chez nous. Ça, c'est une étude commandée par le ministère de la Santé. Hein. 68% des porcheries belges sont contaminées par ce fameux staphylocoque doré résistant et 37% des éleveurs, alors que dans la population, on est à 1%. Donc pour vous dire que c'est ici, c'est maintenant, et je viens avec les documents, ici c'est Testachat, et on est dans les élevages de poulets. Et donc cet antibiotique crée des résistances, en tout cas, bon, je crois que je ne vais pas vous expliquer, mais en gros, ça aide les mauvaises bactéries à devenir résistantes. C'est vraiment assez dangereux, évidemment. Vous avez le problème des virus. Vous vous rappelez l'histoire du H1N1 ? Tout le monde a eu peur. Et après, on s'est moqué. Ah oui, on a eu peur, il ne fallait pas. Ils avaient peur à bon escient. Il se fait qu'elle n'a pas été très virulente, celle-là, mais on attend du jour au lendemain un départ viral plus méchant. Hein. On parle de grippe. Et entre parenthèses, le problème de la grippe, c'est que le virus peut survivre 48 heures en dehors du corps. Ça fait des virus dangereux. Alors, on va revenir aux animaux. Donc, pour faire une petite pause, on va revenir un peu à la philosophie, un petit peu à l'histoire de nos relations aux animaux. Il se fait qu'il n'y a pas si longtemps, on avait un peu de dédain par rapport à la capacité des animaux. Capacité cognitive, capacité au niveau des émotions, etc. Bref, il y avait un discours différentialisant. Il y avait un discours qui était d'ailleurs un discours qu'on retrouve dans d'autres formes de discrimination. Hein. Par exemple, si vous suivez un peu l'histoire de l'esclavage, vous voyez que les défenseurs de l'esclavage avaient un discours pour minimiser la souffrance des esclaves. C'est des gens, il ne faut pas imaginer qu'ils souffrent comme nous, disait-on à l'époque. Ils ont de la chance par rapport aux autres. Hein, on leur a apporté la foi, on les soigne. Hein, quand il y a un esclave qui est malade, on va le soigner, etc. Mais il ne faut pas avoir de sentiment pour eux parce qu'ils ne souffrent pas comme nous. C'était le message. Il y a eu la même chose. Il n'y a pas si longtemps pour les nouveau-nés, on disait qu'ils ne souffraient pas. Les femmes, évidemment, étaient plus robustes. Bref, chaque fois qu'il a fallu minoriser des êtres, des gens, chaque fois on a utilisé ces arguments, toujours les mêmes. Hein.
Alors ces arguments étaient possibles avant, ils ne le sont plus possibles aujourd'hui, et c'est pour ça que le droit va changer au niveau du respect des animaux. Alors, il y a eu plusieurs scientifiques qui ont contribué à ce changement, pour remettre un petit peu l'homme à sa place. Évidemment Darwin, qui a montré que nous sommes des animaux, mais au XVIIIe siècle, les rationalistes, on va dire que déjà, j'étais en train de s'éloigner du christianisme, mais avec Descartes, ils sont identifiés à la raison. L'homme, le propre de l'homme, c'était son entendement, sa raison, et donc les animaux n'en ont pas. Ils sont idiots, ils n'ont pas d'entendement. Descartes disait qu'ils n'avaient pas d'âme, que c'était des machines, que c'était des organes qui mimaient la souffrance ou les émotions, mais en fait n'en éprouvaient pas. Donc on était là au XVIIIe siècle. Heureusement Darwin arrive pour dire les gars, calmez-vous un peu, vous êtes des animaux, vous n'êtes pas les fils de Dieu, peut-être vous l'êtes, mais alors tous les animaux sont les fils de Dieu. L'embryologie va aussi donner un petit coup dans ses croyances, puisque ça permet de montrer qu'à un stade assez peu avancé du développement embryonnaire, on voit que tous les animaux se ressemblent, il est bien difficile de les distinguer. Et vous voyez notre passé de poisson, on voit ici les futurs branchies, c'est ce qui étaient nos branchies quand nous étions des poissons il y a très très longtemps. Et nous avions une queue aussi, regardez, elle disparaît. Donc, pas de doute possible, nous sommes des animaux, nous sommes proches d'eux. Freud arrive également, parce qu'il y avait cette emphase de la raison. Nous sommes des êtres rationnels. Grâce à la raison, nous pouvons conduire nos vies et nous sommes au volant de nos destinées, pas les animaux évidemment. Freud qui revient en disant les gars, calmez-vous un peu, l'essentiel de votre vie, vous n'en êtes même pas conscient. Il y a des forces en vous instinctives qui sont bien plus fortes que votre raison. Et comme les animaux, vous êtes aussi dirigés par ces forces instinctives. Encore une bonne petite baffe à l'orgueil humain. C'est traditionnellement, on dit Freud, Nietzsche et Darwin ont contribué par leur découverte à donner une bonne baffe à l'orgueil humain. Et aujourd'hui, ça continue parce que les scientifiques on va dire du XXIe siècle continuent à faire des découvertes et donc à rapprocher l'humanité des autres, notamment des mammifères. Ici, les neuroscientifiques, par exemple, et là, je pense que je ne veux pas dire de bêtises parce qu'on a un bénévole qui l'est, neuroscientifique, c'est ça ? Neurosciences. Bon, on apprend qu'il y a 3 couches dans notre cerveau, une couche plus ancienne, le cerveau reptilien, le cortex limbique, où sont logées les émotions, et puis vous avez le néocortex, qui s'occupe plus de l'analyse. Mais en gros, avec les mammifères, on a avec les mammifères en commun ce cortex limbique. Donc toutes les émotions qu'on considérait être humaines, mais finalement on les partage avec les mammifères. On en a la preuve neurologique. On peut utiliser d'autres protocoles scientifiques pour en avoir la preuve, mais il n'y a même pas 40 ans d'ici, je pouvais vous parler d'une éthologue qui s'appelle James Goodall, qui expliquait dans son livre que quand elle observait les singes, elle était obligée de mettre pour un singe le sujet numéro 1, et il n'était pas question de dire, quand le sujet numéro 1 venait faire un câlin au sujet numéro 2, il n'était pas question de dire le sujet numéro 1 semble aimer le sujet numéro 2. Non, il fallait décrire, parce que c'était anthropomorphiser l'animal, qui ne pouvait pas ressentir des émotions humaines. Tout ça, c'est fini maintenant. Maintenant, les éthologues peuvent appeler les animaux par des noms, plus des sujets X et des sujets Y, et ils peuvent dire, voilà, il a une émotion, il est jaloux, il est amoureux, il est en colère, etc. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Pourquoi ? Parce que non, c'est fini scientifiquement, on ne peut plus douter une seule seconde que les mammifères ont un ensemble de sensations, d'émotions, vous avez compris. Donc, cette fameuse Jane Goodall qui nous a appris, c'était aussi, on va dire, sa grande découverte. Ça, on en doutait, que les animaux n'étaient pas capables de former des cultures, enfin des groupes qui partageaient la même culture. Non seulement ils ont une culture, ils ont des cultures, et aussi ils pratiquent, ils sont capables d'utiliser des outils. Entre parenthèses, c'est assez incroyable d'apprendre qu'ils nous disent que les chimpanzés sont à l'âge de la pierre. Et il n'y a pas longtemps, on observait des chimpanzés, ils se sont dit, tiens, mais est-ce que c'est pas un rituel ? Des chimpanzés qui empilaient des gros blocs de pierre dans le creux d'un arbre. Ils se sont dit, tiens, ça sert à rien, est-ce que ce serait pas un rituel ?
En tout cas, l'outil, la culture, c'est sûr. Et peut-être un rituel, peut-être qu'ils sont à l'âge métaphysique. Ben, toujours est-il que maintenant, il y a énormément de gens qui militent pour qu'ils aient des droits comme les hommes. Ça s'appelle The Great Ape Project. C'est conférer aux grands singes les mêmes droits que les êtres humains. Donc ça aussi, c'est des protocoles scientifiques dont l'objectif est de montrer que certains animaux ont conscience d'eux-mêmes, ce qui demande quand même des compétences assez hautes au niveau cognitif. On voit que les éléphants sont capables de se reconnaître eux-mêmes. Il y en a d'autres, hein, on ne va pas tous les faire. Et donc ça, c'est quelque chose de bien, une bonne nouvelle. On sent que les choses vont changer de ce point de vue-là. Et puis, il y a eu un grand changement dans la société, par contre. Avant, les gens étaient beaucoup moins sensibles à la souffrance des animaux. Voilà des images. Ici, on est à Paris, dans les abattoirs, et les gens pouvaient vivre avec ça. Ils pouvaient passer devant sans se sentir mal. Les gens apportaient leur animal, et on coupait l'animal devant, au vu et au su de tout le monde, et ça se passait comme ça. Puis les gens commençaient à ne plus apprécier entendre ces bruits, voir le sang couler. Puis on les a un petit peu décalés, on les a mis ailleurs, on a créé les premiers abattoirs. Mais pour vous dire qu'avant, ça ne me dérangeait pas de voir un animal saigner à blanc. Ici, vous avez un village qui se réunissait, on saigne le cochon, c'est quelque chose. C'était même, j'ai pas l'image ici, mais c'était une image qu'on retrouvait sur les cartes postales. Les Parisiens allaient en province, il y avait la petite carte postale d'Auvergne où on voyait les gens tuer le cochon. Et bon, voilà, si vous faites ça aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous allez traumatiser des enfants et vous allez avoir des problèmes. Donc, on a énormément évolué de ce point de vue-là. On est beaucoup plus sensible. Les historiens nous disent que c'est un lien avec le fait que les animaux de compagnie sont rentrés dans nos vies. Du dehors de la maison, il y avait bien sûr des chiens, des chats, mais souvent ils restaient dehors. Ils sont rentrés dans les familles. Ils sont venus des membres de la famille, évidemment par contamination, par réflexion. Évidemment, le message, les animaux sont différents, ils n'ont pas d'individualité, ils ne sont pas des personnes, etc. Ils ne souffrent pas. Pour tous ces gens qui avaient des animaux, ils se disent c'est totalement ridicule. Et donc, évidemment, après se pose la question, et oui, quoi le cochon, et quoi le lapin, et quoi la vache, étant donné qu'on sait que biologiquement, ils sont très similaires. Donc ça, historiquement, on sait qu'il y a un énorme changement, et ça va évidemment permettre de changer les choses. Alors, on va parler des animaux maintenant. Je vous emmène dans un élevage de cochons. Alors, comme vous êtes tous végétariens, peut-être que on va pas... Bon, je vous propose d'accélérer, vous êtes sans doute fatigués. Je vais quand même vous montrer une image qui, pour moi, permet de parler un petit peu du système. Cette image est fantastique. Elle est horrible, évidemment, mais elle permet de parler du système. Vous voyez ici des truies qui viennent d'avoir des petits. On est dans une salle, les éleveurs appellent ça la nurserie. On est chez un naisseur. Il y a 2 métiers dans l'élevage, engraisseur, naisseur. Lui, son métier, c'est de faire beaucoup de petits porcelets. C'est ça, et il vend que ça. Et il va vendre les petits porcelets à un engraisseur. Et comme vous pouvez le constater, les truies sont entravées par un corset en acier. Alors vous savez pourquoi ils sont entravés comme ça? Merci, c'est gentil, je m'assèche. Pourquoi les truies sont entravées par ce corset en acier? Vous êtes capable de le dire? Voilà, pour qu'elles n'écrasent pas les petits. Vous voyez, la cause, c'est la concentration des animaux. Derrière, vous voyez deux extracteurs d'air. Et vous voyez en bas des caillebotis, ce sont des sortes de planchers ajourés. Tous les excréments, le pipi, le caca finissent ici, dans une fosse à lisier, puis évidemment il y en a qui partent, mais l'odeur à l'intérieur, c'est de l'ammoniac. C'est extrêmement irritant pour les poumons. Les gens qui travaillent dans les élevages de porcs, à 67% sont touchés par des maladies professionnelles. Ils ont les poumons aussi abîmés. Eux, évidemment, ils y vivent tout le temps, les cochons. Donc vous imaginez un petit peu l'idée. Les extracteurs d'air sont tellement importants que les éleveurs sont obligés de souscrire à des assurances. Et les assurances leur disent, écoutez, s'il y a une coupure d'électricité, tous les cochons meurent. Donc, je vous impose d'acheter un générateur électrique.
Et donc ils sont obligés d'avoir un générateur électrique parce que dans les 2 heures, si le courant s'arrête, tous les cochons meurent à cause des émanations. Donc ça vous dit un petit peu dans quoi on élève ces animaux-là, en règle générale. Voilà. Ça, c'est des choses complètement sordides. Ici, vous avez les mêmes truies que... Alors, l'alimentation est contrôlée par un ordinateur. Alors, le but, c'est qu'il y ait le moins d'employés possible dans ces élevages. Donc, on imagine bien la détresse de tous ces animaux. Alors ici, le naisseur, il a besoin de truies avec énormément de mamelles. Avant, les truies n'avaient pas autant de mamelles, 8 mamelles. Et avec la sélection génétique, ils arrivent à avoir 14-16 mamelles. Qui dit plusieurs mamelles, 16 mamelles veut dire, on peut mettre plus de petits. En sélection génétique, donc, ils sélectionnent des truies qui ont beaucoup de mamelles et beaucoup de petits. Il en arrive parfois 20, 22, 24. Alors c'est un avantage, évidemment, c'est que parfois, il y a une truie qui n'a pas autant de petits. On va donc prendre les petits de celles qui en a eu beaucoup, les donner à celle qui en a eu moins. Et aussi, c'est un avantage, c'est qu'ils vont prendre les plus chétifs, ceux qui ont 2,5 kg et en dessous. Tout ce qui est en dessous de 2,5 kg, ils sont euthanasiés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus chétifs et donc ils risquent plus de développer des maladies. Et les maladies, c'est la hantise de l'éleveur. Après, les petits cochons, on leur lime les dents parce qu'il y a de l'agressivité dans l'élevage. Ils sont serrés les uns contre les autres, donc ils s'agressent. Il y a la castration qui se fait sans anesthésie. Je vous épargne parce que vous avez déjà tous vu tout ça. Alors je vais passer les cochons. Vous êtes majoritairement des végétariens. Vous en avez vu passer des choses pas belles, je suppose, pour l'être devenus. Et donc, on va passer aux poules. Alors, mon petit discours, je vais rajouter des choses que peut-être certains ne connaissent pas. Le reste, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais il y a un truc qui est incroyable, on ne se rend pas compte. D'abord, on tue 275 millions de poules en Belgique par année. Imaginez-vous un peu le nombre. Alors, en nombre d'animaux, la Belgique, c'est incroyable. 300 millions d'animaux tués en Belgique. Il faut aller voir les chiffres des abattoirs, c'est 300 millions. Pour faire une comparaison, la France, c'est 1 milliard. Donc, ils sont quand même 6-7 fois plus nombreux. C'est une surface 6-7 fois plus importante. Et nous, on tue un tiers d'animaux en moins. Ça veut dire, si on fait le ratio, on tue 2 fois plus d'animaux que les Français. Nous sommes donc un pays d'élevage intensif. Et donc, pour les poules, un truc de fou avec les poules, c'est que tous ces animaux naissent sans pouvoir avoir la joie d'élever leurs petits. Et les petits, d'avoir une maman. Parce que, comme vous pouvez le constater, ils naissent artificiellement, dans des couvoirs, dans des incubateurs. Les mamans ils ne connaissent même pas, pour vous dire. Donc vous connaissez ces détails vraiment sordides. Ici, on est avec des petits poussins qui sont destinés à faire des poules pondeuses. Les mâles ne pondant pas, ils sont inutiles et donc ils seront euthanasiés, ils seront broyés, excusez-moi. Ça fait quand même pas mal. Donc ça, c'est des sexeuses qui séparent les mâles des femelles et tous les mâles se retrouvent dans la machine à déchiqueter. C'est des images insoutenables. Je crois que vous avez tous vu ça sur YouTube. Ici, en Russie, plutôt que de les euthanasier, les laissent mourir dehors dans le foie. Après, vous connaissez ces détails. Quand on épointe les becs pour la raison que aussi ces animaux deviennent agressifs quand elles sont serrées les uns contre les autres. Ça, par contre, ce que je vais vous dire, vous ne savez peut-être pas. Les poules sont originaires d'Inde, sont des animaux qui sont arboricoles, ils vivent dans les arbres initialement. Ils ont un système de hiérarchie. Celle qui est au-dessus de la hiérarchie se met plus haut dans les branches de l'arbre et celles qui sont donc qui ont un moins haut niveau de hiérarchie sont plus bas. Alors quand vous les mettez dans une cage comme ça, la hiérarchie, on ne peut pas la faire respecter, d'où des combats et d'où de l'agressivité. Une poule dans une cage comme ça peut recevoir jusqu'à 9000 coups de bec par jour. Ça devient des trucs répétitifs, automatiques, et donc elles sortent de là complètement déplumées, et c'est pour ça qu'on épointe les bouts ici. Entre parenthèses, c'est très innervé ici, donc c'est très douloureux. Donc voilà un petit peu
Voilà, ce genre de poules. C'est vraiment pas la science-fiction. Avec notre association, on a aidé des ASBL à sauver des poules. Ça ressemble vraiment à ça, une poule de pondeuse qui sort d'élevage. Elles sont sur des grillages en oblique pour que l'œuf descende par lui-même. Donc elles sont mal à l'aise, évidemment. Il faut savoir que dans la nature, une poule qui veut couver son œuf, eh bien, elle s'éloigne des autres. Et ici, elle ne peut pas, évidemment. Entre parenthèses, les éleveurs nous disent, c'est génial parce qu'on a sélectionné des poules qui n'ont plus d'instinct maternel. Voilà, ça c'est... Ne soyez pas tristes pour elles. Elles ne souffrent pas de ne pas avoir de poussins parce qu'on a sélectionné des poules qui n'ont plus d'instinct maternel. Entre parenthèses, certaines vaches, certains bovins, comme la Holstein, n'ont plus d'instinct maternel. Le veau arrive, elles ont tellement l'habitude qu'on leur prenne qu'elles ne font plus rien avec le veau. C'est quand même assez abominable. L'espace, ils n'en ont pas beaucoup, je passe. La sélection génétique sur 50 ans, vous voyez un petit peu. Alors il y a des choses vraiment sordides par rapport aux détails de leur morphologie, mais je vais vous épargner parce que vous êtes bien sympa. Là j'ai une anecdote, mais je vais accélérer. Voilà, j'ai parlé des poules, il y a beaucoup à dire, mais j'accélère parce que je pense que là, 90% des gens qui m'écoutent ont déjà vu beaucoup d'images semblables. Ça me permet quand même de parler de la folie des hommes. C'est un Israélien qui s'est dit, tiens, chez nous il fait chaud, ça coûte cher de tempériser les hangars. Si on créait une race qui n'avait pas de plumes. En plus, on gagne des sous parce qu'il ne faut pas les plumer après. Voilà, c'est ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. On va parler des bovins. Rapidement, les petits canetons. Alors là, les canetons, c'est la même chose que les poussins, sauf que c'est les femelles qui se font dézinguer. Les femelles ne sont pas intéressantes pour le foie gras. Elles n'ont pas les lobes du foie qui sont suffisamment innervés, qui sont trop énervés, pardon, et le consommateur n'aime pas. Donc on tue toutes les femelles. Alors, on a quand même encore une image. Voilà, vous voyez, c'est le même type d'élevage. Vous avez des cages individuelles, elles vont rester 1 mois là-dedans pour le gavage. Vous avez les extracteurs d'air, sinon ils mourraient, ils sont au-dessus de leur déjection. Le hangar va être nettoyé quand ils seront partis à l'abattoir. Donc, l'odeur ne doit pas être très agréable. Donc, 70% des foie gras, ça vient d'élevage de ce type, d'après la L214. Même chose, les éleveurs disent que ça fait pas mal. Qu'ils sont faits pour ça. On va voir les vaches. Bon, les vaches, je ne vous fais pas les États-Unis. C'est un système complètement fou, vous voyez. Des millions de bêtes, des milliers de bêtes, excusez-moi, pas d'herbe. Et il y a des wagons entiers de maïs qui viennent pour les nourrir et de soja. C'est assez aberrant. Chez nous, ça se passe comme ça dans les élevages intensifs de lait. Alors là, vous avez des vaches qui ont de la chance. Elles sont en stabulation libre. Elles peuvent sortir, rentrer. Mais ne rêvez pas, elles ne vont pas rester au champ toute l'année parce qu'elles ont une lactation à plus ou moins 40 litres par jour et 10 à 11 000 litres de l'année. Donc on doit les traire 3 fois. Donc pas possible qu'elles aillent dans le champ. Hein. Vous imaginez 3 fois venir, aller-retour pour les traire. Donc elles restent toujours là, mais elles ont quand même un peu de pâture au-dessus. C'est une pâture parking comme ils appellent ça. Par contre, il y a des bêtes qui ont moins de chance pendant l'hiver, qui ne vont pas au champ, puisque aucune bête ne va au champ en hiver, et qui sont par contre... ils sont attachés à 1 mètre, 1,5 mètres de corps pendant tout l'hiver. Celles-là sont... Moi, j'ai été voir une ferme pédagogique. Quand j'ai vu la vache qui avait sa corde d'1,5 mètre, je lui disais, elle va rester comme ça 6 mois ? Ah bah oui. Ah, ça vous dérange pas vous... Ferme pédagogique, les enfants viennent, on leur montre c'est quoi l'élevage, donc c'est soi-disant des fermes où on essaie de montrer les choses. Mais ça choque personne. Moi, ça me choque personnellement. Alors, je vais vous parler de la fierté de la Belgique. C'est le blanc-bleu belge, quand même. Un petit cours pour reconnaître une vache qui est destinée à produire de la viande d'une vache qui est destinée à produire du lait. Ici, vous voyez que les hanches des animaux qui sont destinés à produire du lait sont faméliques, donc la peau sur les os. Et vous voyez un énorme pied. Ça, c'est la Holstein. C'est 90% du cheptel belge. C'est une vache qui
qui produit 11 000 litres par année. Pour que vous représentiez ce que ça donne, il faut savoir que l'élevage de nos arrière-grands-parents, c'était 4 000 litres, et qu'un veau ne demande que 1 000 litres. Donc maintenant, on a 11 000 litres. Et donc, vous voyez, la peau sur les os, pourquoi ? Mais parce que toute sa physiologie est détournée par sélection dans cet objectif important pour le producteur de produire du lait. Au salon de l'agriculture, parfois, ces vaches-là, ils vont mettre de la cire sur les trayons, parce que s'ils ne mettaient pas de la cire, à l'heure de la traite, ils ne savent pas les traire devant tout le monde, le lait part comme ça, tout seul. Ça ne fait pas bien, évidemment, devant les gens qui visitent le salon. Hein. Bon, pour avoir du lait, vous savez qu'il faut enlever les veaux. Ils sont les surplus, c'est ce qu'ils appellent ça, hein, surplus de la production laitière. Bon, ça, c'est les castrations. Voilà, ça, c'est la fierté belge. Je ne comprends pas pourquoi on devrait être fier. Il faut dire que les Scandinaves, ils ne veulent pas de notre viande. C'est interdit d'exporter ça aux Scandinaves. Il fut un temps aux Français aussi. En gros, leur argument, c'est que ce n'est pas un animal, mais un monstre. Alors, en quoi c'est un monstre ? Très simplement, vous voyez la musculature, elle n'est pas du tout naturelle, elle est due à un défaut génétique. En fait, ils sont atteints d'hypertrophie musculaire. Et donc, ils portent 100, 200 kg de muscles en plus. C'est quoi le problème ? Le problème, c'est au niveau articulaire. Au niveau de la place des muscles, ils ont un cœur plus petit, des poumons plus petits. Donc, vous imaginez une résistante plus petite. Alors, il y a un autre problème, c'est qu'on est obligé de pratiquer des césariennes pour que les petits sortent. J'ai entendu deux raisons, mais en gros, les veaux sont soit trop grosses, soit il faut les faire véler plus tôt qu'elles ne sont biologiquement prêtes à le faire. Donc, c'est césarienne systématique. Et j'ai un ami vétérinaire qui m'a dit, ça c'est la vache à lait des vétérinaires. Vous imaginez un animal qui demande chaque fois une intervention vétérinaire, c'est super pour les vétérinaires. Peut-être pas sûr que ce soit super pour... Voilà. Donc pour végétaliser, alors ça c'est plutôt destiné aux omnivores, qui souvent ont des idées, hein, pensent que quand on mange des végétaux, on s'ennuie, il n'y a pas assez à manger, etc. C'est moyen au niveau du goût. Donc c'est pour leur montrer un peu des choix possibles, puisque la question souvent c'est mais qu'est-ce que tu manges hein, par de la salade. Donc c'est pour montrer que voilà, cette variété de végétaux sont très intéressants au niveau nutritif, les légumineuses que vous connaissez toutes et tous, les céréales évidemment. Quand on est végétarien, généralement on est assez curieux, on finit par découvrir des céréales comme le quinoa, le boulgour, le millet, tous ces céréales qu'on n'utilise jamais, qui sont le sarrasin, qui sont vraiment géniales dans des petites salades. Évidemment, on va manger pas mal de noix, puisque les singes sont granivores, frugivores. Comme par hasard, la base de la pyramide, c'est des fruits et c'est des graines. Eh bien, on le retrouve, hein, la science finit par retrouver finalement les choses qui sont évidentes. Alors, on dit que ça n'a pas de goût, excusez-moi, mais les épices, c'est des végétaux. Hein. Donc, quand vous allez en Inde, moi j'étais en Inde quelques fois, vous avez une variété, une cuisine incroyable, le sud de l'Inde, eh bien voilà, vous avez toutes les saveurs qui sont là. C'est un peu mal de... Quand on dit que ça n'a pas de goût, ça fait toujours un peu rire, parce que quand vous revenez d'Inde et que vous avez les salades, qu'on vous sert au restaurant, vous dites, vous connaissez que 3 végétaux, vous ? Le persil, la tomate et la salade, c'est fini, après il n'y a plus rien. C'est terrible. Hein. En plus, si vous agrémentez vos salades avec ces plantes aromatiques, c'est le paradis. Vous commencez à mettre un peu de menthe, un peu de coriandre, un peu de roquette. Vous êtes au paradis. Hein. Et ça aussi, c'est terrible. Donc, quand on devient végétarien, c'est vrai qu'il y a tout ça à découvrir. Ça, c'est l'avenir, mais beaucoup de gens ne sont pas d'accord. Mais il faut savoir que les gens ont de moins en moins de temps. Ils veulent de moins en moins faire la cuisine, même si ça ne nous plaît pas. Il se fait que les États-Unis, je crois que les couples aux États-Unis, je ne sais plus combien de minutes ils consacrent à la cuisine, mais très très peu. Et dans 10 ans, ça sera comme ça chez nous. Ça veut dire que c'est triste, c'est pas de la bonne alimentation, mais ça va aider certains peut-être, puisqu'on nous promet un bœuf végétal absolument identique. La mayonnaise est moi j'ai déjà testé, totalement identique.
Eux, ils ont réussi même à retrouver la texture, ce qu'on ne retrouve pas encore. Donc bref, à l'avenir, on n'aura plus tellement l'argument du goût. On peut aller voir du côté de l'Asie, qui ont des millénaires derrière eux de tradition végétale. Pour remplacer, vous savez, pour remplacer la viande, on a tout ce qui est les plats hachés, mais on utilise souvent du soja texturé, bio et européen de préférence. Il y a des marques. Pour remplacer le fromage, on utilise les tartinades. Pour remplacer le lait, il y a le lait végétal, bien qu'il ne soit pas nutritionnellement très intéressant. Hein. Nutritionnellement, vous n'y gagnerez pas grand-chose. Mais bon, ça peut faire plaisir, ça peut agrémenter. Alors, est-ce que végétaliser l'alimentation, c'est compatible avec une pratique intensive du sport? Carl Lewis, en tout cas dans son livre, parce qu'il a gagné 8 fois, il a 8 médailles d'or aux Jeux Olympiques, et dans son livre biographique, il explique que l'année où il a été plus performant, c'est l'année où il est devenu végétalien. Vous avez cet homme qui est incroyable, il a été nommé, enfin en tout cas surnommé par la Stampa, un journal italien, dire l'homme qui arrêtait le temps. À 60 ans, il a gagné l'hyper-trail de l'Everest, enfin du Mont Blanc, excusez-moi, avec un dénivelé de 9000 mètres et 150-160 km. Donc à 60 ans, lui, il a gagné à deux ou trois reprises. Il est végétalien. Il n'est pas gros, vous voyez. Hein. Celui-ci, pas mal non plus, Scott Jurek. Hein, lui, il a gagné 7 fois un ultra-trail, donc encore 3 marathons. 3 marathons. Et ce marathon, c'est hyper-marathon, se passait dans le désert. Pour vous dire qu'il y a moyen de pratiquer le sport sans manger des animaux, ni des produits animaux. Il y en a d'autres, hein, je ne vais pas tous les citer, mais vous avez même des culturistes ici, champions du monde de bodybuilding pendant 20 ans. Pas de problème pour faire du muscle quand même. Brendan Brazier, qui est un triathlète. Voilà, ça n'a pas de souci. On finira avec un petit clin d'œil. Souvent on dit que les végétariens ont mauvaise mine. Bien, ces images nous le démentent. Et voilà. Merci de votre attention. Désolé pour... c'était un long exposé. Et bon voilà, je pense qu'on va partager avec nos invités